Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Changer la norme. Depuis maintenant 2 ans, je tends le micro à celles et ceux qui participent à la construction d'une société plus juste, plus durable et plus respectueuse. Je m'appelle Flavie Després et dans la vraie vie, quand je ne suis pas derrière ce micro, je dirige, aux côtés de mon associé Guillaume Brault, Care News, le média des acteurs de l'engagement. Avec la Care Team, notre ambition est de mettre en lumière les initiatives de ce beau secteur de l'économie sociale et solidaire qui, un jour, nous en sommes convaincus, deviendra la norme. Avant d'être des acteurs de l'engagement, les personnes que je reçois dans ce podcast sont avant tout des entrepreneurs qui ont dû concevoir un projet avec un business plan et des tableaux remplis de chiffres. Ce sont finalement des dirigeants d'entreprise, comme tout le monde, à la différence que ce qui les anime, c'est leur impact positif sur notre société. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Dardaillon, cofondateur et président de Ticket for Change. Ticket for Change, quand on commence à s'intéresser à l'entrepreneuriat social, c'est vite un incontournable. Ticket for Change a accompagné des centaines d'entrepreneurs, dont un certain nombre est passé derrière ce micro. Mais Ticket for Change, c'est aussi des programmes pour les entreprises et les individus. Bref, Ticket for Change est difficile à résumer. Mathieu a écrit un livre, est passé dans plein de podcasts et d'émissions. Ticket for Change a elle-même un gros volet éditorial avec le podcast Vécu par exemple. Alors, j'ai essayé de demander à Mathieu ce que je ne savais pas encore sur la construction de Ticket for Change et sur son modèle économique, en plus d'un petit rappel sur son parcours et ses débuts. On a parlé de sa vision du secteur de l'ESS, car il y est très impliqué, et de son regard sur les entrepreneurs à impact, le monde du travail et l'économie en général. Bonjour Mathieu. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Très bien. Et toi ? Bah écoute, ça va bien. Je suis contente de te recevoir ici. Parce que je crois que la première fois que je t'ai vu, c'était au Google Impact Challenge. Ok. Je t'ai vu sur scène, donc je vois l'évolution de Ticket for Change, mais je me dis que je vais enfin pouvoir creuser derrière le modèle de Ticket. Alors, est-ce que tu peux, c'est la tradition, je crois, dans tous les podcasts que j'écoute, te présenter rapidement et expliquer pourquoi tu as fondé Ticket for Change. Oui. Donc Mathieu Dardaillon, j'ai 31 ans, je suis entrepreneur social depuis maintenant 6-7 ans. Pourquoi j'ai fondé Ticket for Change ? Parce que je voulais me sentir utile par ce que je faisais au quotidien, que la meilleure manière d'avoir un impact positif sur le monde au moment où je réfléchissais à ces sujets, c'était justement en devenant entrepreneur social et en aidant chacun à trouver ses talents et à les mettre au service de nos sujets de bien commun et de construire un monde meilleur. J'ai été inspiré par une initiative en Inde qui s'appelle le Jagriti Yatra, c'est-à-dire Voyage Éveil en Indie, chaque année qui emmène 450 jeunes. J'ai eu la chance d'en faire partie à la rencontre de modèles hyper inspirants qui changent le monde à grande échelle et qui donnent l'envie de devenir acteur de changement. Et je me suis dit, cette idée est géniale, il faut qu'on l'adapte en France. C'est comme ça qu'on a commencé avec des cofondateurs, une super équipe, des partenaires. Donc je suis devenu entrepreneur social parce que c'était la meilleure manière pour moi d'avoir un impact positif sur le monde. Donc tu avais un besoin d'avoir un impact positif, tu as eu une idée lors d'un voyage. Mais alors, moi, je crois que c'est la question que je préfère. Bon, il y en a beaucoup, mais que j'aime bien vraiment poser. C'est, t'es revenu en France et là, qu'est-ce que t'as fait ? Est-ce que tu t'es dit, je monte une asso ? Est-ce que tu t'es dit, faut que je trouve des copains avec qui la monter ? Tu vois, les toutes premières semaines ou mois, quelle tête ça avait, Ticket for Change ? Déjà, pour m'assurer que je voulais être entrepreneur social, à un moment, j'ai fonctionné par élimination. Ça veut dire que j'avais différentes pistes. Je savais que je voulais être utile, je savais que je voulais trouver un job qui me passionnait, mais j'avais différentes pistes. Et à un moment, je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a une bonne raison de ne pas devenir entrepreneur social ? J'ai listé les risques et les avantages, et il y avait beaucoup plus d'avantages que de risques. Il y en avait, mais j'ai pris le risque, et à partir de ce moment-là, j'ai foncé, je me suis donné tous les moyens. Comment ça s'est passé ? En fait, au début, ça fonctionnait énormément à l'intuition.
Ça veut dire que je suis sorti du Jagriti Yatra en Inde, j'ai écrit un article sur le blog de l'Express en disant, voilà, j'ai 10 idées pour inspirer les jeunes à entreprendre pour leur pays. Je raconte pourquoi le Jagriti Yatra est hyper transformateur, pourquoi c'est une pédagogie hyper profonde pour créer des déclics. Et à la fin, je conclus comme ça. D'ailleurs, j'ai une idée. Je vais essayer d'adapter ça en France. Et voilà, ça m'a donné une idée. C'est mon projet. Et j'ai eu la chance d'être contacté par un fonds de dotation qui s'appelle Entreprendre et Plus, qui est devenu un partenaire fondateur, qui a mis des ressources financières et humaines. Donc, j'ai eu la chance d'être accompagné dès le tout début, dès l'idée. Du coup, très concrètement, Arnaud de Ménibus, le fondateur, m'a demandé fais-moi un dossier très complet, un business plan social, disant ce que ce projet va apporter, combien ça va demander de ressources financières. Et voilà, 3 mois après, il y avait ces 80 pages-là. Entreprendre et Plus est devenu partenaire fondateur. Les 2 conseils qu'Arnaud m'a donnés, c'est 1, il faut que tu t'entoures de la meilleure équipe possible, qui arrivera pas tout seul. Donc il faut que tu t'entoures de cofondateurs géniaux. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et la deuxième chose, c'est le métier que l'on fait Ticket for Change, c'est de la pédagogie. Et donc, il faut que vous ayez la meilleure pédagogie possible. Il faut vous entourer d'experts en pédagogie. Donc, va chercher des experts qui vont vous accompagner, ils vont pas être dans l'équipe, mais ils vont être juste à côté pour co-construire les pédagogies. C'est la deuxième chose que j'ai faite en parallèle. C'est comme ça qu'on a commencé. Et ensuite, il y a eu la recherche de financement, etc., qui est venue après. Mais voilà, il fallait construire les fondations d'abord. Tu t'es concentré sur l'équipe et sur le produit. Oui. Puis c'est ce que vous donnez / vendez la pédagogie. Au début, si je ne me trompe pas, c'était plus sur la jeunesse et les projets. Enfin, si quelqu'un avait envie de devenir entrepreneur social ou de changer les choses, il s'adressait à Ticket for Change pour trouver les ressources en lui et à l'extérieur. Et donc ça, c'est une partie importante. Enfin, moi, c'est la première image que j'ai de Ticket, mais ensuite, vous avez développé d'autres offres. Mais juste pour revenir là-dessus, donc tu avais Entreprendre et Plus. Sans doute qu'ils croyaient au projet, mais qu'est-ce qu'ils pensaient que la société ou que eux allaient y gagner quand ils se sont dit, parce que c'est quand même génial d'avoir quelqu'un qui dit écoute, moi je t'aide et je te finance, mais mets-moi quelque chose en face. Mais eux, pourquoi ils y sont allés, tu penses? C'est ça qui est beau dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas de... La seule intention, c'était d'être au service de ce projet et de lui permettre d'exister. Ils soutenaient différents projets qui permettaient de structurer l'écosystème de l'entrepreneuriat social, comme Ashoka, comme Rêve et Réalise d'Unicité, etc. Leur intention, c'était de créer des vocations d'acteurs de changement. Ce projet, ils cherchaient des projets. Celui-là est arrivé à ce moment-là, ça contribuait à la même intention. Ça leur donnait envie de le construire ensemble et d'être là au tout début. J'ai eu la chance qu'ils nous fassent confiance. Voilà, c'est le partenaire fondateur. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, il y a une générosité incroyable pour créer ce projet-là. Je pense que c'est rare. Et ensuite, on a trouvé des partenaires très importants, notamment du monde de l'entreprise, qui sont venus derrière, comme Schneider Electric, comme Renault, comme Danone et plein d'autres, pour aider aussi en mécénat. Et ensuite, on a aussi, dès le début, on a eu de la chance, le ministère de la Jeunesse qui nous a soutenus aussi financièrement dès le début. Donc, ce premier partenaire a permis de créer la confiance et d'en engager d'autres. Donc ça, c'est sur le volet engagement de la jeunesse ou de ceux qui ont envie de devenir entrepreneurs sociaux, qui ont un projet. Mais il y en a vraiment beaucoup, quand j'y réfléchis, qui sont passés par ce podcast et qui ont expliqué à quel point, enfin, parfois ils avaient un projet à l'entrée, que ça les avait aidés à moduler, comme une école, ce que c'est d'ailleurs. Ensuite, vous avez développé d'autres offres. Et ça, je voudrais bien que tu en parles parce que c'est peut-être un peu moins connu, mais je trouve que c'est un exemple assez riche d'hybridation, non seulement du modèle économique, mais aussi de l'hybridation des publics cibles ou adressés, pour prendre un gilet d'anglicisme. Donc, il y avait ce programme jeunesse, si on résume, avec derrière plutôt du mécénat d'entreprise financier en compétences, les deux. Oui, les deux, surtout financier au début, de plus en plus en compétences. Donc ça accompagne les jeunes qui font des formations de, je sais pas si c'est 6 mois ou un an. C'est 6 mois, ouais. Voilà, donc des semestres. Et ensuite, vous avez lancé Corporate for Change, ou en même temps, d'ailleurs, je sais pas. Alors effectivement, donc c'est lorsque les gens pensent à Ticket for Change, souvent ils pensent à un tour. Oui, parce que c'est la chose emblématique. C'est la chose dont les gens se souviennent, etc. Il faut savoir que le tour, il n'existe plus tel quel. Il n'y a même plus un tour tel quel. Il y a ce parcours entrepreneur dont c'est la 7e édition cette année. Et ça ne s'adresse plus qu'à des jeunes. Ça veut dire qu'au début, c'était 18-30 ans. Et en fait, il n'y a plus de barrière d'âge. Donc en fait, il y a des personnes jusqu'à la 60aine qui participent à ce programme notamment et à tous nos programmes. C'est la première activité, effectivement, c'est l'accompagnement d'entrepreneurs socio-environnementaux qui sont au stade de l'idée, qui ont besoin d'un peu de structuration, de confiance en eux et d'outillage pour passer à l'action. Ouais, j'ai oublié de te demander, c'est gratuit pour eux? Ils contribuent financièrement, mais on va chercher du mécénat pour faire en sorte que ce soit le plus accessible possible. Donc c'est une contribution financière. C'est un exemple d'hybridation de modèle économique qu'on est en train de développer. La deuxième activité qu'on a faite, c'est accompagner la transformation des entreprises de l'intérieur. Donc là, on a adapté nos pédagogies.
d'activation de talent au monde de l'entreprise pour aider les entreprises à changer leur modèle économique pour qu'il soit plus vertueux, pour aligner les intérêts économiques, sociaux, environnementaux. Donc là, on a adapté les pédagogies, on a fait des programmes dans des entreprises comme chez Orange, Bonduel, AXA, etc. Et on a adapté ces méthodes. L'intention première, c'est de dire il faut qu'on transforme le modèle économique existant et aussi, c'est un moyen de diversifier notre modèle économique. Mais l'intention première, c'est une intention d'impact. Je pose beaucoup de questions, tu peux me dire que je suis trop curieuse, mais est-ce que c'est des entreprises qui se sont dit, bah tiens, nous, on a besoin de ça, se mettre des cabinets de conseil, il y en a. Des cabinets de conseil en transformation, enfin, qui soient grands, petits, impact, il y en a. Mais est-ce que c'est la pédagogie qui les a intéressés ou l'esprit? Est-ce que c'est eux qui sont venus te voir ou c'est toi qui t'es dit, mais en fait, ça marcherait tellement bien dans une grande boîte? Au début, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu nous voir. Et on n'est pas des consultants, on ne va pas proposer, inventer des plans d'action que les entreprises vont être ensuite amenées à mettre en œuvre. Nous, on crée l'enthousiasme, on crée l'énergie, on active des potentiels pour que les gens concrètement mettent en place des transformations. Donc c'est les collaborateurs que tu touches? On touche à la fois les dirigeants et les collaborateurs. On a besoin de l'alliance des deux, sinon les transformations ne sont pas en profondeur. Mais c'est les personnes, voilà. Voilà, on va chercher les personnes dans une organisation existante. Donc on essaie de faire changer aussi la culture et le système de l'entreprise. On va être complémentaire de ceux qui vont inventer les plans d'action. Nous, on va créer l'énergie pour que les transformations se fassent en profondeur. On est vraiment sur le passage à l'action, donc on peut accompagner des organisations quand elles pensent comment est-ce qu'elles vont réinventer leur modèle économique, mais surtout sur la mise en œuvre, la transformation, faire en sorte que tous les collaborateurs se sentent partie prenante, par exemple des entreprises à mission. C'est très bien de clarifier sa raison d'être, mais concrètement, qu'est-ce qui va changer au quotidien dans les engagements et comment on va faire que les 100 000 collaborateurs deviennent acteurs de ça? Très clair. Donc ça, c'est l'aspect plus corporate. Et ça, c'est aussi sous forme associative? Alors ça, on a été tu vas nous faire un petit cours d'hybridation, je pense. Au début, quand on commence l'activité, on ne sait pas si ça va marcher. Donc au début, on a développé l'activité dans l'association en créant, c'est un peu technique, mais un secteur fiscal, ça veut dire qu'il faut bien séparer les activités. Et ensuite, quand ça s'est développé, on a créé une filiale qui s'appelle Corporate for Change, qui est une filiale à 100% de l'association, et donc qui développe ces activités-là. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle toujours d'hybridation, mais on ne sait jamais ce qu'on met tellement derrière et comment c'est articulé. Donc ça, c'est un autre sujet de ressources, mais peut-être qu'on reviendra dessus. Alors moi, j'ai un sujet qui m'intrigue. Enfin, j'ai été assez intéressée en regardant ce que vous faites chez Ticket, c'est les labs. C'est-à-dire que vous avez aussi des programmes qui sont thématisés et vous associez une entreprise à je sais pas si c'est de la recherche en innovation sociale ou de l'activation d'innovation sociale sur une thématique précise. Ouais, il y a entre guillemets, des petits entrepreneurs sociaux qui se lancent, socio-environnementaux. Il y a aussi des grands groupes en transformation. Il y a aussi le sujet des passerelles entre les deux. Ça veut dire que, à la fois, il faut transformer le plus rapidement les grands groupes, à la fois, il faut aider les innovations sociales à grandir. Donc, on a créé des labs thématiques sur des sujets, par exemple, d'énergie, de mobilité, d'alimentation, de solidarité urbaine, etc., avec des partenaires, pour permettre justement une certaine innovation ouverte sur les sujets d'innovation sociale. Ça permet aux grands groupes de découvrir ce que c'est l'innovation sociale, de pouvoir les soutenir en mécénat de compétences, nos entrepreneurs sociaux, et après, ça crée des belles collaborations. Je donne un exemple. Tomojo, c'est un projet qui a été soutenu il y a 2-3 ans par ce parcours entrepreneur, qui a été fondé par Madeleine et Paola, et qui permet en fait de développer l'alimentation pour les animaux domestiques à partir d'insectes. Donc c'est bon pour l'environnement, que ce soit pas de la nourriture animale. On a présenté différents projets à plusieurs dizaines de collaborateurs, et ça a permis à ce projet d'être distribué dans les magasin Carrefour, et du coup ça permet à cette start-up sociale d'avoir des débouchés, de développer son activité grâce à un partenaire. Donc là c'est gagnant-gagnant, on cherche des alliances gagnantes qui vont permettre à nos innovations sociales de changer d'échelle et d'accélérer la transformation de ces groupes-là. En fait, les grands groupes, ils y trouvent aussi du sourcing de projets, éventuellement des projets sur lesquels investir ou des marques à distribuer. Et pour les entrepreneurs, c'est comme un mini-incubateur qui leur permet de grandir. Merci, très clair. Est-ce que j'ai oublié des choses dans ce que vous faites ? Alors, plein. Plein. Non, c'est pas vrai. Peut-être le troisième volet qui est important de comprendre, c'est que on n'aide pas que des entrepreneurs qui se lancent, que des salariés ou dirigeants qui essaient de transformer leur modèle. De plus en plus, et depuis 1 an et demi environ, on aide aussi sur les sujets de reconversion professionnelle. Ça veut dire qu'il y a toutes les personnes qui cherchent plus de sens à être utiles par leur métier, sans forcément vouloir entreprendre, et qui, du coup, vont être sur ces réflexions. Mais comment je peux donner plus de sens à mon métier ? Comment je peux être utile au quotidien ? Et donc, on va les aider via différents formats. Il y a un format de 2 jours qui s'appelle l'exploration. Il y a notre MOOC avec HEC qui contribue à ça. J'ai écrit un livre sur le sujet. Il y a différents formats qui aident justement à se poser les bonnes questions
pour s'orienter à partir de son parcours, de ses talents, de ses compétences, comment s'orienter vers les métiers de la transition écologique et sociale. Donc là, on est plus sur les reconversions professionnelles vers les nouveaux métiers. Comment est-ce que ça s'équilibre, mais pas que financièrement, économiquement? Est-ce que c'est des pôles qui sont égaux? Et aussi, comment vous avez réfléchi à ça? Parce que ce que je comprends, c'est que c'est des projets qui se sont installés successivement par opportunité, envie. Je ne sais pas si je connais quelqu'un, une seule personne qui est partie dans le business plan et qui est arrivée. Je trouve que généralement, on raccroche plutôt les wagons quand ils se rencontrent. Quelle est la part la plus importante? Est-ce que c'est votre part historique finalement qui est restée votre plus grosse partie éco ou... Ce qui est intéressant, c'est en termes de taille d'équipe et d'énergie, je dirais que c'est un tiers sur les trois. C'est très équilibré. Donc ça veut dire que même ce qui a émergé plus récemment s'est développé très vite et on essaie d'être toujours plus efficient sur les parties historiques. Et donc en fait, il y a autant de personnes sur chacun de ces trois sujets-là. Et après, il y a des personnes qui gravitent autour et qui sont en soutien sur la gestion, le développement, la mesure d'impact, la communication, etc., comme dans toute organisation. Mais donc ces trois pôles-là sont de taille équivalente aujourd'hui. Et on essaye d'inventer des modèles économiques hybrides à l'intérieur de chacun. D'accord, donc à chaque fois, tu balances la contribution de celui qui en bénéficie avec que ça soit celui qui est formé que celui qui accompagne. D'accord. J'y pense en parlant, puisqu'on est à l'ère où il y a la loi Pacte, la raison d'être, et même si l'horizon n'est pas atteint, mais les entreprises veulent être plus responsables, quand est-ce que tu considéreras que le travail et l'ambition de Ticket for Change est atteinte? Nous, on est vraiment sur deux sujets. La prise de conscience, créer l'envie, d'une part, et d'autre part, le passage à l'action. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si je focalise exclusivement sur ce sujet des entreprises en transformation, il y a une très grande prise de conscience et il y a une envie croissante. Et ça veut dire qu'une grande majorité des entreprises savent, alors soit par contrainte, soit par envie d'ailleurs, savent qu'elles doivent aller vers ça. Après, sur le passage à l'action, même s'il y a des pionniers, même s'il y a de plus en plus de choses concrètes et qu'il faut s'en réjouir, le rythme du passage à l'action et l'ampleur des passages à l'action n'est pas du tout à la hauteur ou à la vitesse dont on a besoin. Ça veut dire qu'on est face à des urgences sociales, environnementales qui demandent des transformations de grande ampleur, d'une grande rapidité. Et même si la dynamique va dans le bon sens, la vitesse n'y est pas. Donc nous, on aura réussi, jamais seul, parce qu'on n'est qu'un acteur qui contribue à ça avec plein d'autres, lorsque l'ampleur des actions sera au niveau. Bon, il reste un peu de temps quand même, je pense. Enfin, je sais pas... Et donc, il reste pas beaucoup de temps, mais beaucoup de travail. Voilà, c'est ça, tu formules bien. En parlant d'acteurs, j'aimerais bien qu'on passe sur ton regard sur le secteur. Tu es très impliqué, tu fais beaucoup de... Je sais pas ce que tu préfères, plaidoyer / porte-parole sur ton sujet, mais aussi sur celui de l'entrepreneuriat social de manière plus globale. C'est quoi ton regard sur les changements par rapport à en 2015, là, ces 5 dernières années? Comment il s'est transformé le secteur? Pour moi, le grand sujet, c'est le sujet de la pollinisation de l'économie classique. Ça veut dire que depuis longtemps, on sait qu'il y a un laboratoire d'une autre économie que représente l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, etc. J'en fais une définition large. On sait qu'il y a plein de modèles qui prouvent que ça marche, qu'il y a un impact social, qu'il y a un impact environnemental, qu'il y a une efficacité économique, qu'il y a des salariés, etc., qu'il y a de l'emploi. On a fait la preuve par l'exemple à petite échelle. Mais en fait, ça représente toujours que 10% du PIB, 12% des emplois, etc., selon le périmètre. Ça comprend des très grosses des coopératives mutuelles, les services de soins, enfin des choses qui ressemblent pas forcément à l'image qu'on se fait de l'entrepreneuriat social. Absolument. En faisant une définition très large, on arrive à ces chiffres-là. Et du coup, tout le sujet, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 90% restants. Ça veut dire que on aura réussi, pas si les 10% avec cette définition large arrivent aux 15% ou aux 20%, ce sera très bien. Mais en fait, tout le sujet, c'est que l'ensemble de l'économie soit en transformation. Ça sert à rien qu'il y ait une économie qui pèse sur la planète et sur les hommes, quand de l'autre côté, on a une économie alternative, pure et parfaite, qui représente 10% des gens. On est sur un bon rôle de compensation, réparation peut-être, mais en fait, il faut apprendre de ce laboratoire-là. Qu'est-ce que ça génère quand on met l'impact en premier, impact social et environnemental, quand on met l'efficacité économique en moyen pour le faire, quand on crée des modèles de gouvernance partagée pour impliquer le plus grand nombre, c'est tout ça qu'il faut polliniser dans l'économie classique. C'est ça qui est en cours, mais c'est ça qui va passer vite. À part la pédagogie, est-ce que tu vas pas me dire le contraire? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est fiscal? Est-ce que c'est politique? Est-ce qu'il faut des quotas? Comment est-ce qu'on fait pour accélérer les choses? À part la pédagogie, où ça, je sais que c'est ton sujet et c'est très important. Je pense qu'il y a quelque chose sur les normes, donc quelque chose sur
soit les taxes, soit la régulation, etc. Ensuite, il y a quelque chose sur les investissements matériels. C'est le cas du plan de relance en ce moment, sur la rénovation des bâtiments, sur la mobilité, sur l'alimentation, etc., etc. Et je pense que la clé fondamentale, c'est sur le capital humain. Parce que quand on pense à la transformation des modèles en profondeur, on reste à ces deux sujets-là et on investit des milliards dans la transformation de secteur, mais on n'a pas les personnes pour la porter derrière. Donc, je reviens à ce sujet de la pédagogie, mais en fait, c'est pas exactement ça la pédagogie, c'est qu'un moyen. C'est que si on n'a pas les femmes et les hommes derrière pour penser différemment et décider différemment, la transition, elle se fera pas. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience de toutes ces personnes dans les 90% de l'économie et surtout un changement des modes d'action. C'est ça la clé. Rien à voir, mais à voir quand même. Je me dis que tu es la bonne personne pour répondre à cette question. Depuis 2-3 ans, un pic, je trouve, d'incubateurs, de programmes, etc. Donc, si on enlève ta partialité avec Ticket for Change, si moi, demain, je veux redevenir entrepreneur social, c'est quoi les bons signes pour un bon incubateur? On m'a posé la question récemment parce que nous, on a été chez Entropia et c'est la meilleure incubation que j'ai faite de mon parcours d'entrepreneur parce que c'est un mélange de transparence, d'honnêteté, de qualité derrière et on a eu des expériences plus malheureuses. Je me dis aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui aiment financer ce genre de choses parce que ça trouve du sens, parce qu'elles repèrent aussi des projets sur lesquels investir. C'est quoi les 5 questions TripAdvisor du bon incubateur ou du bon parcours? Je pense que la première question, c'est le ressenti et l'adhésion aux valeurs. Est-ce qu'on sent qu'il va y avoir dans l'accompagnement quelque chose qui résonne chez soi? Ça veut dire que tous les incubateurs ne vont pas mettre l'accent sur les mêmes choses. Il y en a qui vont focaliser sur les aspects de modèle économique, d'autres sur les aspects d'impact, d'autres sur les aspects humains. Et ça se sent, je pense. Donc ça, c'est la première chose pour vraiment être aligné avec la manière. Donc déjà, avec la finalité de l'accompagnement. Ensuite, il y a peut-être quelque chose sur la manière. Il y a différents types d'accompagnement avec du mentorat, avec de la formation, avec des locaux, etc. De quoi vous avez besoin et est-ce que les apports sont ce dont vous avez le plus besoin? Je pense que c'est ça les principales questions à se poser. Je pense que c'est essentiel de se faire accompagner. Ça veut dire qu'en tout cas, il ne faut pas être seul. Ne pas être seul, ça comporte... Je recommande très fortement d'entreprendre en équipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se faire accompagner, effectivement, quel que soit l'acteur. En tout cas, faut le sentir, mais c'est essentiel, en fait, d'avoir un regard extérieur. Ça peut être par un incubateur ou par des mentors, peu importe à la limite. Mais c'est important d'avoir des gens qui suivent et qui vont donner une régularité et pousser avec bienveillance et exigence au lancement du projet. C'est qui tes mentors? Le premier, j'ai déjà mentionné, Arnaud de Minibus. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration où j'ai plusieurs mentors à l'intérieur. Je dirais, j'ai une dizaine de personnes qui gravitent autour de moi, de par les réseaux d'Ashoka, de par les réseaux d'Entreprenez Plus encore, de par les personnes qui sont dans mon conseil d'administration. Et ça, je dirais, c'est des mentors qui suivent directement ce qu'on fait. Puis ensuite, il y a des inspirations dans le secteur de l'ESS, de l'économie à impact, qui vont peut-être moins être des mentors, mais des personnes où ça va toujours me ressourcer de regarder comment ils font les choses. On va échanger, c'est plutôt des pairs. Voilà, il y a des personnes qui sont toujours en avance sur les sujets et c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe chez eux. Un jour, je pense que je ferai un podcast sur le mentorat entrepreneurial et les conseils d'administration, parce que c'est hyper intéressant comme sujet. Et tu as bien de la chance d'avoir un très beau board. On arrive à la fin du podcast. La tradition, c'est que je pose des questions qui sont rapides et auxquelles il faut répondre en une phrase si c'est possible. Quelle est la raison d'être de Ticket for Change? Activer des talents pour permettre à chacun de contribuer à la transition écologique et sociale par son métier. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? Aujourd'hui, Emmanuel Macron, parce qu'on porte un sujet de plaidoyer avec les grandes écoles de la transition. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Je pense qu'il faudrait mettre une TVA ou une taxe sur les produits écologiques et sociaux pour que ce soit moins cher de les acheter et plus cher pour ceux qui pèsent sur la planète et les hommes. Le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être? J'ai de la chance de le connaître un peu et du coup, celui qui m'inspire le plus dans les transformations qu'il mène, c'est Emmanuel Faber. Qui est un grand gagnant de cette question. Si je fais un petit bingo, il revient souvent pour des bonnes raisons. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? Joker, non, il n'y en a pas. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.